le sport, l'atout santé pour tous. Merci d'être venu pour parler ensemble donc, de sport et de santé. Donc nous allons présenter Patrick Padovani. Vous êtes adjoint délégué à la santé. Vous serez pour ce débat accompagné de Monique Daubé. Vous êtes délégué à l'hygiène. On reçoit également le professeur Franceschi, donc spécialiste des traumatismes, spécialiste notamment du genou, accompagné du professeur Argesson, également spécialiste des traumatismes. On va saluer le professeur Dafonseca de l'espace Méditerranée de l'adolescence. Et puis également parmi nos invités, Madame Barbara Pro, vous êtes la présidente de SOS Cancer du Sein. Vous êtes aussi accompagnée de Jean-Marie Coudresse qui gère l'unité du sport de la PHM. Pour participer à ces rencontres, Anne Dutour, responsable du centre de l'obésité PACA. Et puis également nous recevons Eric Sanchez. Vous êtes donc de l'association de recherche pour l'Alzheimer. Le thème, le sport, l'atout santé pour tous. Et je vais de suite justement passer la parole à Patrick Padovani pour un petit rappel. En fait, le sport est l'élément important et primordial pour la santé. Oui, de tout temps d'ailleurs, le sport a toujours été un élément primordial à la santé, sauf qu'à un certain moment on disait qu'il fallait être en bonne santé pour pratiquer du sport. Or aujourd'hui, on peut être en mauvaise santé et pratiquer du sport pour devenir en bonne santé. Donc il y a une inversion aujourd'hui des paradigmes de l'époque, et aujourd'hui je pense que à l'époque où, de toute façon, on a des possibilités de plus en plus importantes de pratiquer une activité sportive en fonction de son état physique, je pense que c'est important aujourd'hui que les collectivités territoriales, au-delà de la simple prise en charge du citoyen, accompagnent, autant que faire se peut, les actions de sport et de santé. Alors, aujourd'hui, justement, le sport prévient-il aussi des maladies, notamment cardiovasculaires ? C'est par ce volet-là qu'on a commencé à faire entrer le sport dans la santé. Aujourd'hui, on est certes au niveau des maladies cardiovasculaires, on est au niveau de la prévention des AVC, on est au niveau en charge à travers le sport et souvent le vieillissement, des complications pathologiques qui peuvent arriver quand nos éminents collègues chirurgiens ici prennent en charge des accidents qui souvent auraient pu être évités par une pratique sportive non pas de haut niveau mais quotidienne. Et alors le sport, on en parle en prévention primaire mais également en prévention tertiaire, puisque également on peut se rééduquer grâce au sport. Oui, c'est bien d'ailleurs souvent comme ça que les patients prennent pour leur premier contact avec sport et santé, puisque c'est souvent à travers une rééducation qu'ils découvrent pour la première fois l'activité sportive. Donc à nous aussi et à tous les acteurs ici présents de leur dire que cette activité que l'on prend en charge dans un milieu bien particulier, elle peut se construire aussi dans leur environnement personnel pour un bon équilibre de santé. Oui, parce que c'est idiot de se casser le bras ou le jambe pour se mettre au sport finalement. Quoique ça a été presque mon cas pour tout vous dire. Alors je voudrais justement, puisqu'on parle de trauma, donner la parole, puisque nous avons deux éminents professeurs, les docteurs donc Argesson et Franceschi, pour parler avec vous. Voilà, on va vous passer justement le micro, des traitements des traumatismes, l'importance justement du sport dans la rééducation. Oui, alors d'abord il faut dire une chose, c'est qu'en fait les articulations ne vivent que par le mouvement. Et donc je rejoins tout à fait ce qu'on disait, c'est que bien entretenir une articulation, c'est la faire bouger, si possible de façon correcte. Alors effectivement, après des traumatismes, on est confronté à des blessures, et ces blessures donc doivent se réparer. Et la récupération du plein mouvement et de la musculature est un élément essentiel qui va permettre au sujet de reprendre son activité. Et aussi c'est un élément au niveau psychologique très important parce qu'il va se retrouver dans son cadre de mouvement sportif. C'est vraiment
essentiel pour cela. Jean-Noël ? Oui, étant en charge d'un institut qui s'appelle Institut du Mouvement, je peux aller que dans le sens de ce que vient de dire Jean-Pierre. Je crois que le traumatisme, il est vécu à un instant T par le sportif qui devient patient par une rupture brutale avec son activité. Et la première question qu'il va vous poser, c'est quand est-ce que vous allez pouvoir me remettre à cette activité-là? Et c'est là qu'est fondamentale la notion d'équipe. Parce que le chirurgien, le médecin, ne peut pas faire tout seul. Et quel que soit le sportif d'ailleurs, hein, de haut niveau ou le sportif comme moi. Le sportif de haut niveau ne représente que 4% des sportifs qu'on a à traiter. Donc la majorité des sportifs, c'est nous, ici, qui les représentons. Et donc, cette question-là, elle est posée par le sportif de haut niveau, souvent d'ailleurs par son président de club plutôt que par lui, et elle est aussi posée par le sportif que nous sommes. Quand est-ce que vous allez pouvoir nous remettre à mon activité? Que ce soit le match dans 3 mois, ou bien le footing dans 15 jours. Et c'est là qu'intervient toute une chaîne d'acteurs, en particulier les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques, les médecins du sport. Voilà, parce que justement, quand on parle de trauma, ce qui nous intéresse, ce qui va intéresser le sportif, c'est d'être le plus rapidement debout, quel que soit son niveau. Effectivement. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut remettre son articulation en mouvement, remettre le patient qui n'est plus patient dès que on l'a traité. On les traite d'ailleurs pas tous chirurgicalement, mais d'une fois qu'on l'a traité, et pour qu'il revienne sportif le plus rapidement possible, pour que ça lui fasse du bien dans son corps, mais du bien dans sa tête. Alors, on parlait justement du domaine de la traumatologie. Je voudrais parler également de l'anxiété. On va passer le micro au professeur D'Fonseca. Vous êtes, vous êtes de l'espace méditerranéen de l'adolescence, et justement vous mettez en lien pour traiter l'adolescence, donc il faut traiter de l'anxiété et du sport. Complètement. En fait, le sport, on l'utilise dans le service, dans les programmes de prise en charge pour les enfants anxieux, puisqu'on sait maintenant que les ados qui pratiquent du sport sont moins anxieux que ceux qui n'en pratiquent pas. On sait aussi que pour les ados qui sont timides, qui ont une anxiété sociale, sont beaucoup moins anxieux que les autres. Donc ça fait vraiment partie maintenant de l'arsenal thérapeutique qu'on propose. On sait même que c'est plus efficace que certaines thérapies, voire certains médicaments, en tout cas sur le long terme. Ça influe justement, vous parlez de l'anxiété chez les adolescents, vous travaillez également sur le bien-être chez les adolescents, et quelque part par là, via le sport, vous préparez leur avenir. Complètement. Alors, je voudrais revenir sur le schéma de l'anxiété. Pourquoi ça marche finalement? Parce qu'on dit depuis le début que le sport est bon pour la santé, mais pourquoi la médecine du sport existe? Pourquoi certains sportifs sont très anxieux, voire déprimés? En fait, ça marche parce qu'il y a des éléments maintenant physiologiques qui ont montré leur efficacité au niveau de la production de la sérotonine, de la dopamine. Et on sait même que ça a des fonctions au niveau cérébral, au niveau de la neurogénèse, au niveau des synapses, etc. Donc il y a vraiment une base neurophysiologique qui explique l'effet du sport sur l'anxiété. Est-ce que les jeunes qui viennent vous voir s'en rendent compte? C'est-à-dire, ils viennent parce qu'ils se sentent anxieux, ou vous venez les chercher? Comment ça se passe en fait, le rapport que vous avez avec les adolescents? Alors, ils viennent parce qu'ils se sentent anxieux, et rapidement, moi, à toutes les consultations, je propose comme activité une activité sportive, puisqu'on sait qu'elle va améliorer leur image corporelle, on sait qu'elle va améliorer leur estime de soi, les relations aux autres, parce que ça permet aussi de développer des relations sociales, et puis ça va améliorer globalement leur bien-être, bien évidemment. Ça dure combien de temps en fait pour sortir un jeune de l'anxiété à travers le sport? À travers le sport, c'est assez... bon, après, il faut quelque chose de... On ne sait pas trop en termes d'intensité, de durée, ce qui est fonctionnel. Mais en tout cas, on sait que les ados qui pratiquent le sport prennent rapidement confiance en eux, développent de meilleures relations sociales. Donc c'est quelque chose de très, très, très intéressant de ce point de vue-là. Et on sait aussi que c'est une école pour les ados très, très intéressante en termes d'apprentissage de l'effort et d'apprentissage de l'échec, puisque l'échec dans notre société est vécu comme une phobie, on a tous peur de l'échec, et le sport nous apprend à intégrer l'échec comme un outil d'apprentissage, et on dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais que les échecs étaient nos meilleurs professeurs,
Et le sport, je pense que c'est une bonne école pour cet apprentissage. Effectivement. On parlait de l'anxiété. Je voulais rebondir justement sur l'obésité, puisque nous avons, voilà, si on peut passer le micro, nous avons Anne Putour. Vous êtes responsable du centre obésité PACA. J'allais dire, on peut se rejoindre même si les pathologies ne sont pas les mêmes, mais l'obésité et le sport, on peut vraiment faire le lien, puisque grâce au sport, on peut également soigner l'obésité. Oui, alors il a vraiment été clairement montré que la sédentarité, on n'en est même pas au sport, là on est à la sédentarité, est un facteur de risque majeur d'obésité. Par exemple, si on reste plus de 2 heures, chaque fois qu'on reste 2 heures par jour devant la télé, on augmente son risque d'être obèse de 10%. Donc ça, c'est les gens qui viennent voir le professeur, ils attendent le régime miracle, ils n'attendent pas qu'on leur dise d'aller marcher 10 minutes le matin et de regarder 1 heure de moins la télé. C'est vraiment la grande surprise quand on parle aux parents, on leur demande il y a combien de télé dans la maison, est-ce qu'il a une télé dans sa chambre. Donc là, il y a vraiment des études fantastiques sur la télé. Il y a des études fantastiques aux États-Unis, puisque là-bas c'est la caricature de l'obésité, qui a montré que le nombre de pas est vraiment lié dans un état au pourcentage d'obèses, nombre de pas par jour que font les gens, au pourcentage d'obèses dans cet état. Donc vraiment, voilà. Et si on marche, parce que c'est un peu ça que les gens ont envie de savoir, si on marche 3 fois par semaine, 50 minutes, lentement, sans pas une marche nordique, on diminue dans les grandes études de prévention de 30% le risque d'être diabétique. Donc ça marche pour l'obésité, ça marche pour le diabète, donc ça marche pour les maladies cardiovasculaires aussi. Donc c'est vraiment... Vous voulez rebondir peut-être? Oui. Nous, effectivement, on est confronté régulièrement au problème de l'obésité et au problème de surcharge articulaire que ça pose. Et il est évident que c'est un fléau pour nos articulations. Et le fait d'avoir une activité physique et de garder la forme, effectivement, limite considérablement l'évolution de l'arthrose et permet aux moins jeunes de continuer des activités sportives pendant plusieurs années. Là vous touchez en parlant d'obésité, vous touchez tous les publics. Est-ce que les jeunes s'en rendent compte de leur obésité? Est-ce que c'est les parents qui viennent vous voir? Est-ce que c'est les jeunes qui... Alors en fait, vu qu'il y a une augmentation, actuellement l'obésité c'est un vrai problème de santé publique, et par exemple dans les quartiers défavorisés il y a 28% d'obèses, ce qui fait que les gens viennent beaucoup plus tard. Il y a des gens qui arrivent pour la première fois, ils consultent pour la première fois, alors qu'ils font déjà 130, 150 kilos, alors qu'avant les gens venaient beaucoup plus tôt. Après, ce qu'il faut aussi savoir sur l'activité physique, on en a parlé un petit peu là en parlant de l'arthrose, c'est que c'est très difficile de reprendre l'activité physique quand on est très gros. Donc il faut aller très très progressivement, et avec il faut vraiment... Il y a tout un contexte d'échec associé à tous les efforts de sport qui ont été faits antérieurement. Donc des fois il faut rebouger dans le cadre d'art-thérapie. La piscine est très favorable. La marche dans un premier temps, il ne faut pas essayer de faire le mur d'escalade quand on a un poids énorme. C'est très progressif et très valorisant, quoi. Psychologiquement, c'est très important. L'avantage de Marseille, c'est qu'on a pas mal justement d'éléments naturels dans la ville qui peuvent nous permettre, à la limite, sans que ça nous coûte un sou, de faire du sport pratiquement quotidiennement. Alors, je voudrais redonner la parole à Patrick Padovani, parce que vous savez que on travaille là sur Marseille, capitale européenne du sport en 2017. Et si la ville devient donc capitale européenne du sport en 2017, vous présentez justement un projet de congrès international de médecine, alors qui sera ouvert au grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Écoutez, ça c'est le focus qui pourrait être capitale européenne du sport. Je crois que au-delà de ça et bien avant, il faut pas perdre de vue que la dimension qu'on vient d'évoquer au travers des activités des uns et des autres, et on aurait pu aussi, on va passer la parole je pense à Madame Pro pour l'activité au niveau du cancer du sein, et à Monsieur Poudreuse pour aussi le partenariat qu'il mène sur le service du sport à la PHM. Donc je pense que ce qui nous est important, c'est de pouvoir permettre à travers ça de développer le sport pour tous. Et le sport pour tous, aujourd'hui, c'est
un des axes que le maire nous a demandé de développer à travers la mission qu'il m'a confiée. Et à travers ce sport pour tous, eh bien, d'autres municipalités sont engagées fortement là-dessus. Je pense que nous avons un devoir de le faire aussi, et nous le ferons, nonobstant le fait de capitale européenne du sport. J'espère que nous l'aurons, mais même si nous ne l'avons pas, cette dimension de faire du sport pour tous, c'est ce qui est important. Madame disait qu'au niveau de l'obésité, vous savez, on a 15% d'obèses en France, hein. Donc, en Angleterre, ils ont choisi un parcours qui est un peu différent. La NHS, qui est l'équivalent de notre sécurité sociale, envisage de rembourser aujourd'hui jusqu'à 120 € de pratiques sportives, parce qu'elle a enregistré que si aujourd'hui les diabétiques, les insuffisants cardiaques, respiratoires, tout un tas de pathologies chroniques participaient au moins à 12 activités sportives dans l'année, et s'ils perdaient 2 kilos qu'ils ne reprenaient pas, eh bien, je ne vous dis pas les économies que ça fait pour la sécurité sociale. Donc là aussi, ce sont des engagements importants, et nous devons, nous, municipalités sur le terrain, soulever ces problématiques, les faire naître et accompagner ces problématiques au niveau de nos acteurs nationaux pour qu'ils prennent en charge, peut-être au niveau des lois de santé publique, cette façon peut-être d'accompagner aussi le sport sur une prescription médicale. Alors, oui, vous vouliez rebondir. Oui, l'Agence régionale de la santé a développé quelques programmes quand même qui sont très bien, mais pas assez importants vu le nombre de patients qui en ont besoin. Donc il y a des programmes comme Actimarche où il y a des éducateurs sportifs qui, pour un prix très minime, encadrent les gens qui veulent marcher dans la colline pendant 1 heure 2 fois par semaine. Il y a des programmes pour la piscine. On a mis aussi, nous, en place des programmes relais dans des centres, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent les passerelles quand les gens ne peuvent pas vraiment faire du sport, et des programmes dans la piscine grâce à la communauté, à l'association des Provence Piscine. Ouais. Alors, on parlait de Jean-Marie Coudreuse. J'aimerais que vous nous présentiez justement, si vous voulez prendre le micro, cette unité à la PHM qui prend en charge les sportifs de haut niveau, mais également les sportifs occasionnels. Si vous pouvez nous en dire justement un petit peu plus sur cette prise en charge et sur cette unité. Alors l'unité, elle a deux activités principales. Une activité d'évaluation du sportif, en fait, pour savoir si tout va bien avant de faire son activité sportive, qui peut passer par un examen clinique, mais d'autres tests, que ce soit des tests cardiovasculaires ou des tests musculaires. Et c'est la principale activité, une activité de soins qui prend en charge la petite traumatologie médicale, en fait celle qui n'est pas chirurgicale encore. Donc c'est les claquages, les tendinites. Voilà, ensuite ils vont voir les chirurgiens, les claquages, les tendinites, les entorses, les choses comme ça. Et dans l'unité de médecine du sport, on a différents spécialistes. Alors, beaucoup de médecins sont responsables d'équipes nationales. On a le médecin de l'équipe de France de rugby, Constance Roland qui s'occupe des nageurs de haut niveau qui ont été médaillés à Marseille parce qu'on a une grande ville de nageurs, des médecins qui sont au niveau des équipes de France de hand, etc. Et c'est des médecins qui apportent, outre leur expertise médicale, aussi leur expérience dans la prise en charge de cette Ferrari qu'est le sportif de haut niveau. Ceci dit, la prise en charge dans l'unité de médecine du sport, et ça a été très bien dit par Jean-Noël Argenson, les sportifs de haut niveau représentent une toute petite catégorie de nos patients. L'immense majorité des patients, c'est des sportifs de loisirs qui vont bénéficier exactement de la même... C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'ils bénéficient de la même prise en charge. Enfin, un claquage musculaire se traite de la même façon chez un sportif occasionnel que chez un sportif de haut niveau. C'est juste l'intensité de la charge de travail qui va changer. Alors, nous parlions des nageurs. Je voulais faire le lien justement avec Monique Baudet, parce que vu la situation de la ville, c'est vrai qu'ici on a la mer, de nombreuses activités aquatiques, subaquatiques. Où en est-on justement avec la qualité de l'eau à Marseille? Alors justement, Richard Miron, notre adjoint au sport, le disait cet après-midi, il y a plus de 220 000 personnes qui pratiquent une activité de sport et de loisirs. Nous avons à Marseille 21 magnifiques plages, et donc la ville de Marseille a souhaité renforcer le contrôle des eaux de baignade. Nous nous sommes dotés d'un outil complètement innovant depuis plusieurs années, qui est un outil de gestion active. Nous avons été la première des villes à initier cet outil-là. Une ville comme Nice, par exemple, qui est une station balnéaire importante, ne le fait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil de gestion active? C'est une analyse par biologie moléculaire qui nous permet d'avoir des résultats de la qualité de l'eau au bout de 3 heures.
Alors que les pouvoirs publics, qui font des prélèvements une fois par semaine sur les plages, ont les résultats 48 heures à 72 heures après. Nous, au bout de 3 heures, tous les matins, nous effectuons des prélèvements sur nos plages et nous avons les résultats à 9 heures. Donc on me téléphone à 9 heures pour me dire si oui ou non la qualité de l'eau est bonne. Et elle est très bonne. Nous avons une nette amélioration depuis de nombreuses années puisque sur Marseille, nous avons 15 plages sur 21 qui sont en qualité excellente, 5 bonnes et une à peine vulnérable qui est la plage de Luvonne parce qu'elle est due souvent à des gros problèmes d'épisodes orageux. Vous le ressentez ça sur les touristes qui vous demandent est-ce que l'eau est propre, parce que ce sont des plages urbaines que l'on a à Marseille. Tout à fait, que des plages urbaines, on le ressent et d'ailleurs on a mis aussi à disposition sur le site de la ville de Marseille, marseille.fr, une cartographie en temps réel où tous les Marseillais, tous les touristes, tous les usagers peuvent aller voir, constater la qualité de l'eau, la température de l'air, de l'eau, la force du vent, voilà, à l'instant T, ils ont tout pour Marseille. Donc Marseille met vraiment tout en œuvre pour offrir un super cadre à ces Marseillais et à ces touristes. Alors, je voulais revenir maintenant sur le sport en tant que prévention, mais également après la maladie. Et je voulais saluer Barbara Pro, vous êtes la présidente de SOS Cancer du sein. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et justement le lien entre votre association et le sport ? Oui, tout à fait. Nous sommes une association de soutien aux femmes qui sont malades ou qui l'ont été. Nous avons mis en place un numéro d'écoute téléphonique national où les femmes peuvent nous appeler pour avoir des petits conseils, être orientées, surtout être réconfortées, puisque souvent les femmes se sentent un petit peu seules ou abandonnées. C'est une épreuve terrible à vivre. Donc on est là pour les soutenir et on est là aussi pour les amener au sport, parce que nous sommes toutes sportives dans l'association, je dois dire, et nous sommes convaincus des bienfaits du sport. Ça a été bien entendu prouvé médicalement. On parlait d'obésité, mais l'obésité est un facteur de cancer du sein. On parlait d'anxiété, c'est aussi un facteur de cancer du sein. Donc nous sommes là pour les amener tout doucement au sport. Alors pendant la maladie, à ce moment-là, pour des sports adaptés en douceur, du style du yoga, pour qu'elles puissent faire du sport, mais doux. Et puis nous les amenons aussi à d'autres sports un petit peu plus actifs, mais qui restent doux, comme la voile. La voile est un... Dans ce cadre-là, je crois que vous organisez une régate très bientôt sur Marseille, les régates roses. Tout à fait. Le 11 octobre, on met en place un événement qu'on a appelé les régates roses. Pourquoi les régates roses ? Parce que ça se passe au moment d'Octobre Rose, donc le mois mondial du dépistage du cancer du sein. Donc le but, c'est évidemment d'inciter les femmes à se faire dépister, à se faire suivre de très près, et aussi de les amener à faire du sport, mais la voile. En fait, très peu de femmes font de la voile. Ça reste un sport encore malheureusement très masculin. Pourtant, on a des championnes à Marseille. Il y en a, tout à fait, mais la grande majorité des femmes... la grande majorité des femmes ne font pas de voile. Donc nous, on voulait les amener à faire de la voile, qui est un sport actif, sportif, mais tout de même doux, en tout cas adapté à la morphologie féminine, ça c'est sûr. Et surtout, à se changer les idées. Une femme qui est malade est souvent stressée par sa maladie, bien évidemment. Elle se sent plus un numéro à l'hôpital qu'une femme, et les amener en mer, c'est leur offrir une journée d'évasion, une journée où elles oublient tout, elles oublient le temps d'une journée leur maladie, et c'est pour ça que j'appelle à toutes les femmes qui sont malades actuellement ou qui l'ont été à venir nous rejoindre, à participer à nos régates du 11 octobre. La Fédération française de voile nous soutient en nous offrant les licences journalières. La mairie de Marseille nous soutient parce que je pense qu'elle a bien compris l'engagement de notre association auprès des femmes. Donc venez toutes, mesdames, soyez nombreuses à nous rejoindre et vous passerez une journée magnifique d'oubli de la maladie et sportive et dans la convivialité, ce qui est le plus important, de se unir tous ensemble. On reste, quel que soit le cadre, de toute façon, dans la convivialité. Alors, pareil, on parle du sport comme traitement, notamment sur la maladie d'Alzheimer. Je voudrais passer le micro à Eric Sanchez. Vous êtes de l'association sur la recherche de l'Alzheimer et vous avez lié l'Alzheimer et les arts martiaux, notamment en soignant l'Alzheimer par le Tai Chi Chuan. Alors en fait, je suis directeur de développement de l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Alzheimer est une des dimensions dont nous nous occupons. Je dois dire que tout ce qui a été dit, moi je souscris pleinement. Le mouvement c'est la vie.
Donc nous, dans nos activités, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est favoriser ce que Patrick Padovani tout à l'heure a expliqué en parlant du sport pour tous. Mais le sport pour tous, ça passe d'abord par une accessibilité à la fois financière, technique et psychologique. Et c'est quelque chose qu'on n'évoque pas souvent, mais c'est ce côté que cette dame vient d'évoquer, c'est le côté convivialité, plaisir. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte, mais plutôt comme le plaisir d'être et de faire ensemble. Et je crois que pour les personnes qui sont atteintes malheureusement de cette maladie d'Alzheimer, qui ont des contraintes fortes, qui ont des troubles du comportement, dont les aidants sont en souffrance et sont souvent très culpabilisés par le côté qu'est-ce que je peux faire, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon compagnon, ma compagne, etc. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est proposer une activité douce, mais une activité à faire ensemble, avec un tiers, qui est le professeur, et qui permet de pratiquer ensemble avec une visée non pas thérapeutique, il faut rester modeste, mais ce qu'on appelle des approches non médicamenteuses. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la gestion des chutes, on va travailler sur les troubles du comportement, une certaine forme d'anxiété, puisque dans cette pathologie, il y a une forme de repli sur soi. Et nous, on ne travaille pas sur les difficultés de la personne, mais sur ses capacités restantes. Je crois que c'est très important. Tout un chacun, on a à tous les âges de la vie, j'insiste bien, des capacités motrices, des capacités psychologiques, des capacités sensorielles, affectives, etc. Et il faut travailler là-dessus. Et quand on travaille là-dessus, on a bien sûr des erreurs qui sont formatrices, mais on a beaucoup de mini-succès qui sont très très intéressants pour nous de ce point de vue. Le sport, la tout santé pour tous. Merci en tout cas d'avoir participé à cette rencontre. Merci.